Le Conseil exécutif de l'UNESCO, préoccupé par la disparition d'un grand nombre des savoirs particuliers à chaque culture, a défini comme action prioritaire une politique concrète: l'implantation dans chaque pays d'un programme de valorisation des maîtres de différents métiers. Ce programme a été intitulé « Trésors humains vivants ». Les trésors humains vivants sont des personnes qui incarnent au plus haut point les compétences et les diverses techniques nécessaires à la mise en œuvre de certains aspects de la vie culturelle d'un peuple, capable d'enrichir le futur de l'humanité. Donner des prix et reconnaître les travaux et la vie, la trajectoire humaine de tous ceux qui sont les grands de ces différents aspects, tout ça c'est ce programme que je pense que c'est fort intéressant. C'est au pays de le mettre en œuvre, c'est à l'UNESCO de lui donner une dimension internationale et mondiale. Il est nécessaire d'assurer aux maîtres de différents métiers les conditions pour le développement de leur activité et surtout pour la transmission aux nouvelles générations de leur savoir-faire. Le gouvernement japonais a été le premier à accorder une reconnaissance particulière aux détenteurs de savoir-faire et de techniques essentielles. En 1994, la France, à travers le ministère de la Culture et de la Communication, a implanté le projet Maître d'art. Il s'agit d'une nouvelle distinction réservée aux artisans connus pour leur savoir-faire et leurs talents exceptionnels. Ils ont pour mission de transmettre ce savoir-faire et ce tour de main aux générations suivantes. Détenteurs d'un savoir extrêmement spécifique et rare. Et nous nous sommes dit qu'il était intéressant de les repérer et que pour nous conserver, c'est transmettre. Je trouve que ça résume bien l'action du ministère dans ce domaine. Et donc, on était inquiet de voir ces savoir-faire disparaître et on a pensé que le mieux, c'était de restaurer la chaîne de la transmission des savoir-faire exceptionnels. C'est rue René Boulanger, au centre de la ville de Paris, que se trouve l'atelier de Jacques Jancel, maître chapelier. Il travaille de la même façon que son arrière-grand-père, le fondateur de l'atelier. C'est mon arrière-grand-père, en 1877, qui a monté la maison. Alors, comme lui était chapelier de ville, il a prospecté dans tous les théâtres de Paris. Et il a petit à petit monté la maison de façon à faire que des chapeaux de théâtre. 3000 formes en bois lui permettent de réaliser toutes les fantaisies et tous les grands classiques d'un mode de vie en voie de disparition, mais qui ont signifié pendant des siècles des véritables symboles de distinction. Chaque corporation avait son chapeau spécifique. Il y avait les compagnons du Tour de France qui avaient un chapeau de forme très spécial avec tout enrubanné. On reconnaissait un métier par le chapeau que la personne portait souvent. Bicorne, tricorne, haut de forme, chapeau à plumes ou shako, les chapeaux constituent un monde à découvrir. L'histoire de la France pourrait être racontée à travers différents chapeaux. Avant la dernière guerre, tout le monde avait un chapeau sur la tête. Même un ouvrier avait une casquette, un béret. Au Moyen-Âge, un mendiant, il avait un feutre, n'importe quoi sur la tête, mais tout le monde avait quelque chose sur la tête. Il n'y a que depuis ces 30 dernières années qu'on ne met plus rien sur la tête, à cause des transports en commun, des voitures et tout ça, certainement. Mais maintenant, presque plus personne ne met de chapeau. C'est très rare. Après avoir reçu le titre de maître d'art, Jacques Jancel a pu soutenir dans son atelier un élève, Jérôme Lemaître. La transmission de ce savoir peut aujourd'hui se faire.
Pour le théâtre, pour l'opéra, on peut encore mettre des chapeaux pour certaines mises en scène. Même si le costume est épuré, on peut quand même faire des chapeaux un peu plus contemporains éventuellement, ou si c'est historique, des chapeaux historiques. Donc même en 97, on peut encore faire des chapeaux. Et en ce qui concerne les chapeaux de ville, comme parallèlement à ce secteur, je souhaite développer une ligne de ville sous mon propre nom. Je pense que dans l'avenir, il y a encore une possibilité de porter des chapeaux pour la vie de tous les jours, pour les femmes et ainsi que pour les hommes. J'ai été choisi par le ministère de la Culture pour apprendre ces techniques et apprendre un petit peu son savoir-faire, pour éventuellement reprendre sa succession pour pas que l'atelier ferme suite à la retraite de M. Jancel. Donc voilà, je vais essayer de perpétuer un petit peu la tradition de la maison Jancel. Comme celui du chapelier, l'art du tailleur costumier est l'art d'apprêter et d'embellir l'homme, de le mettre en valeur, de le distinguer de son semblable. La France a une longue tradition dans ce métier. Jacques Beaujoin, maître tailleur et costumier de théâtre, suit cette tradition. Son plaisir étant d'alterner les costumes d'époque, reconstitués et réalisés à partir de gravures ou de tableaux, et le costume de ville pour des hommes et des femmes. Je dis toujours que c'est pas moi qui ai choisi ce métier, c'est le métier qui m'a choisi. C'est joli ça. Alors, je crois que ça résume tout. C'est pas un métier comme les autres. Son tour de main lui permet, lorsqu'il travaille pour le théâtre, de voir le mouvement scénique et d'adapter son vêtement à l'amplitude du geste, anticipant ainsi le jeu du comédien. Une des caractéristiques de son travail et qui a fait de lui un maître des qualités rares et exceptionnelles est que tout se fait à la main, à l'ancienne et sur mesure. Transmettre ce savoir-faire à des nouvelles générations est indispensable pour l'avenir. Là où autrefois se situait le couvent des Visitandines au quartier latin, s'est réinstallée en 1880 l'imprimerie en taille douce, fondée en 1793, à laquelle s'adressaient déjà les Corot, Munch, Rodin et autres Degas. C'est là qu'officie aujourd'hui Pierre Lallier, qu'a finalement repris son propre père, Maurice Lallier. Au 187 de la rue Saint-Jacques à Paris, le temps s'est arrêté et l'atelier semble encore vivre au XIXe siècle. Donc cette industrie s'est développée au XVe siècle. Au XVIe, on a commencé à mettre des gravures dans les livres, des gravures en taille douce. Alors au début, c'était des gravures sur bois, un peu moins fines. On a commencé à pouvoir reproduire avec la taille douce et présenter des illustrations beaucoup plus raffinées. Et ça s'est développé considérablement. Et il perdure aujourd'hui un certain nombre d'ateliers d'imprimantes à taille douce qui sont essentiellement liés à la création. On a oublié à la création artistique. La création. Ça ne sert plus qu'à ça. Hein, et c'est ce qui soutient d'ailleurs le métier, c'est la création. Les artistes s'expriment sur des planches de cuivre, ou de zinc, ou d'acier, ou de bois même des fois. Et c'est ce qui tient le métier. Minutie et perfection du travail ont fait de lui l'indispensable allié des œuvres qui lui sont confiées.
Au sein de l'atelier Étienne Lévy, rue de Varennes à Paris, Henri Desgrippes exerce son art. Né en 1926, Desgrippes a suivi les cours de la traditionnelle école Boulle. Il a effectué son apprentissage au sein de la maison Janssen. Devenu restaurateur de meubles anciens chez Dumont, il s'installe en qualité d'artisan à partir de 1952 et affine d'année en année sa connaissance des styles, des bois et des techniques. Il s'emploie toutefois avec passion et une rare exigence à la formation de ses successeurs. Pour lui, ses élèves sont de vrais compagnons. J'ai toujours désiré travailler avec des gens pour leur transmettre, bien sûr, mais en même temps pour avoir une amitié. Vous voyez, c'est ça, ils sont tous mes amis. Ici, il n'y a pas de plus fort ou de moins fort. On est tous là pour faire au mieux. Pour échanger, pour aller le plus loin possible. Alors bien sûr que j'ai une expérience que les autres n'ont pas et qui les aide, mais ça ne dit pas forcément ce qu'on doit faire, parce que l'expérience est surtout une chose qui vous commande les choses à ne pas faire. Mais ensuite, pour savoir ce qu'on doit faire, je leur dis, je suis comme vous. Je crois que c'est le but des maîtres d'art. Le but des maîtres d'art, si vous voulez, c'est de transmettre sa connaissance et en plus, je crois qu'il faut travailler avec la personne en question. Plus ou moins, mais parce que c'est plus facile à transmettre quand vous lui montrez la difficulté que vous la faites vous. Oui. Que plutôt simplement dire, oh ben toi tu vas faire tu mets un petit peu plus de ceci, tu vas mettre un peu plus de cela. Oui, mais si c'est vous qui le faites avec lui, en plus souvent vous vous trompez vous-même, donc vous êtes obligé. Moi avec Christian, on a réparé une petite armoire, ça faisait 30 ans que je ne voulais pas la faire, parce qu'elle était très difficile à faire. Bon, et puis voilà, c'est bon, il y avait plein de choses. Eh bien, je l'ai faite avec lui. Croyez-moi, j'ai appris autant que lui en faisant cette petite armoire. Ah oui, je vous assure, il y avait des teintes, des reprises de marqueterie. J'ai autant appris que lui. D'un côté, les maîtres sont les héritiers de traditions culturelles anciennes. D'un autre côté, ils sont les créateurs de nouvelles techniques et de nouvelles œuvres d'art. Mais surtout, les maîtres sont des lieux de mémoire autant que des éléments de liaison entre le passé et le futur. À l'aube du XXIe siècle, la responsabilité des gouverneurs est très grande dans l'objectif de créer les conditions pour la transmission aux nouvelles générations de ce patrimoine exceptionnel que les maîtres ont accumulé pendant des années. C'est sans doute une des façons de sauvegarder la diversité culturelle de la planète. Je pense que c'est dans la mesure dans laquelle nous sommes de métis que nous sommes riches. La diversité, c'est aujourd'hui surtout face à la mondialisation de la communication. C'est le grand outil que nous avons pour entrer au prochain siècle millénaire avec cette identité culturelle, ce profil culturel, complément net et clair. Et l'uniformisation, c'est la grande menace. Moi, je pense que des pays comme le Brésil sont un exemple en plus. Parce qu'ils sont un exemple de la sérénité, de la musique, de tous les dons spirituels qui sont venus d'outre-mer, surtout de l'Afrique, mais aussi de tous les pays qui ont trouvé, dans ce grand espace que c'est le Brésil, ont trouvé là sa maison.